un cas d'école, je le disais, des hésitations occidentales à livrer vraiment les armes que l'Ukraine réclame. Ce cas d'école, ce sont les missiles allemands, les missiles Taurus allemands. On l'a rappelé il y a quelques instants, la France vient de décider de livrer une nouvelle cargaison de missiles Scalp à l'Ukraine. Mais l'Allemagne dit non. L'Allemagne bloque sur ses propres missiles. Or, ces missiles ont des caractéristiques particulières qui font que ce serait une arme particulièrement prisée des Ukrainiens. Mais Berlin dit non. Pourquoi est-ce que Berlin dit non? Berlin dit non depuis 6 mois, depuis près d'un an. Depuis près d'un an que ces missiles sont réclamés. Quel est le motif profond? Serait-ce la peur, tout simplement? Serait-ce la peur? Alors d'abord, on va établir les faits, et puis je vous entendrai. L'Ukraine est-elle fondée à réclamer ces missiles? Cette décision de Berlin est-il d'une certaine manière incompréhensible? D'abord, les faits, voici les indispensables avec Lucille Devillet. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord un mot sur cette annonce d'Emmanuel Macron qui remet, s'il était besoin, et par contraste, un coup de projecteur sur le Nein de l'Allemagne à la livraison de ses propres missiles. La France dit oui et l'Allemagne dit non. Oui, on parle du missile Taurus. Le voici, ce missile à longue portée, celui-même qu'utilise la Bundeswehr, l'armée allemande. Elle en a environ 600 en stock, donc une grande quantité. Le Taurus est considéré comme encore plus redoutable que le Scalp français car il peut frapper à 500 km de distance contre 250 pour le Scalp et peut transporter une charge explosive de 480 kg, de quoi détruire un lourd blindage ou des constructions en béton. On le surnomme d'ailleurs le briseur de bunker et sa précision est au mètre près. Et effectivement, Olaf Scholz dit non, Olaf Scholz bloque. Olaf Scholz ne veut pas livrer ses missiles à l'Ukraine, ou plutôt il refuse depuis des mois et des mois de donner sa réponse. Et vous l'avez dit, ce refus est en train de plonger le pays dans une crise. Au sein même de la coalition, cette décision est contestée par les deux partis opposés à celui d'Olaf Scholz, les écologistes et les libéraux-démocrates. Mais c'est au sein de l'opposition chrétienne-démocrate que la tension monte le plus. Gros débat tout à l'heure à la Bundestag. Écoutez. Worte zur Unterstützung der Ukraine gesprochen. Bereitet es Ihnen nicht schlaflose Nächte, wenn Sie sehen, wie dringlich die Ukraine bittet, dass Deutschland Taurus liefert, um sich effektiv verteidigen zu können? Was ist der Grund, dass wir nicht liefern? Seit einem Dreivierteljahr hält uns das Verteidigungsministerium hin, es gebe keinen neuen Sachstand. Was wird geprüft? Oder anders gefragt, was hat der Bundeskanzler oder Sie oder die Regierung gegen die Lieferung von Taurus an die Ukrainer, die sich... La très feutrée Allemagne épingle son chancelier. Voilà ce qu'un polémiste allemand écrit sur ses réseaux sociaux. Un seul homme bloque tout, Olaf Scholz. Il n'explique rien, ni aux Ukrainiens, ni aux Allemands. Il poursuit avec cette vidéo, et je le cite à nouveau, ces trains russes amènent chaque jour des chars et des munitions sur le front sud de l'Ukraine pour tuer des Ukrainiens. Si nous détruisons le pont de Crimée avec le Taurus, cela ne sera plus possible. En mai 2023, les Ukrainiens ont officiellement demandé la livraison de Taurus, et pourtant, les trains continuent d'affluer. Et dans la presse d'outre-Rhin, Olaf Scholz hésite. Encore une fois, c'est bien trop long. Peut-on lire dans le Deutschlandfund, le revers de Scholz dans le Bild. La confiance n'est pas une catégorie qui compte pour Scholz dans le Stern. Mais alors, pourquoi l'Allemagne refuse là où la France avec le Scalp, la Grande-Bretagne, ou même les États-Unis avec les Atacams ont dit oui? Est-ce qu'on connaît la raison? Eh bien, c'est le vice-chancelier allemand qui en donne la raison. Écoutez-le. Dass wir maximale Unterstützung der Ukraine auch im militärischen Bereich bereitgestellt haben, ohne Teil des militären Konfliktes selbst zu werden. Pourquoi l'Allemagne serait considérée donc comme co-belligérante et pas Paris, Washington ou Londres? Parce que ces missiles ont une plus longue portée et le Bild explicite ce dilemme. Cela bloque à cause du pont de Crimée, le principal point de passage de ravitaillement de l'armée russe depuis l'Est, qui avait d'ailleurs été détruit partiellement au mois d'octobre 2022 lorsqu'un camion piégé avait explosé. Or, la chancellerie allemande craint que l'armée ukrainienne utilise le Taurus pour le réduire en cendres. On a vu effectivement que ça
portée était plus grande, qu'il perçait le béton plus facilement que le Storm britannique ou le Scalp français. Berlin craint donc d'être tenu pour responsable par Moscou s'il était utilisé pour cela. Merci Lucille. Alors là, il faut essayer de bien expliquer les choses. D'abord, est-ce qu'il paraît clair que ce que l'Ukraine ne pourrait pas faire avec le missile français Scalp, par exemple, détruire ce pont de Crimée, elle pourrait le faire avec ce missile Taurus allemand, parce qu'il est plus long? Non. Alors, il faut un peu d'ordre dans cette affaire parce que les Allemands invoquent des raisons successives de refuser. Alors tantôt c'est le risque d'escalade parce que l'Allemagne, contrairement à la France ou au Royaume-Uni ou les États-Unis, ne sont pas une puissance nucléaire. On ne voit pas très bien ce que ça va faire dans l'affaire, mais l'argument a été utilisé par Scholz. Et puis là, c'est-à-dire que la Russie n'oserait pas attaquer en représailles la France ou l'Angleterre parce que... Mais pourrait le faire mais pour attaquer l'Allemagne. Alors, et comme dirait l'autre, ce sont des propos que les Russes eux-mêmes ne tiennent pas. On comprendrait que Poutine puisse utiliser cette menace, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, l'affaire du pont de Kerch, il n'y a pas qu'une seule cible possible pour le Taurus, d'abord. Il y a des tas de cibles qui sont justiciables de cet engin. Deuxièmement, et là, on peut peut-être remettre la carte où on voit la Crimée. Voilà. Et on va rester sur la carte un instant. Vous voyez la Crimée, il y a un pont entre la Russie et la Crimée, et puis vous avez de l'autre côté, en allant vers la gauche de l'image, vous avez le pédoncule qui relie la Crimée à l'Ukraine continentale. Là, il y a aussi des ponts. Et quelque part, que vous brisiez les uns ou les autres, c'est du point de vue du processus d'escalade assez équilatéral. Or, les Britanniques et les Français, à travers leurs engins donnés aux Ukrainiens, ces ponts ont été effectivement attaqués. Et très efficacement, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui passe par les ponts du pédoncule criméen. Alors que le Taurus, qui a une charge utile un petit peu plus lourde que celle du Scalp Storm Shadow, c'est la même chose, hein, Scalp Storm Shadow pour l'essentiel, il y a une charge utile un peu plus importante, oui, pour frapper sur le pont de Kerch, ce serait très bien. Non, est-ce que ce serait un casus belli? Non. Si l'Ukraine utilisait un missile, qu'il soit américain, qu'il soit allemand, pour détruire ce pont de Kerch? La réponse est tout simplement non. Lorsque les Français et les Britanniques ont annoncé qu'ils allaient livrer au début de l'été dernier, ça remonte quand même à un moment, des Scalp Storm Shadow, Poutine lui-même avait déclaré ça ne changera rien. Alors, peut-être qu'il pensait que ces engins ne marcheraient pas bien, mais ça j'en doute quand même un petit peu parce qu'ils ont quand même été utilisés opérationnellement dans d'autres conflits. Non, pour les Russes ne veulent pas faire de cette affaire une ligne rouge, et vis-à-vis de l'Allemagne, ils s'en gardent bien. Scholz, là-dessus, il brandit une ligne rouge qui appartient à lui et non pas à Poutine. Alors pourquoi? La raison basique, et là j'ai une petite différence par rapport à ce qu'a dit Lucille. Les Américains ont livré les fameux ATACMS à dose parfaitement homéopathique. Je ne sais pas si c'est 1, 2 ou 3, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Et l'Allemagne, et on l'a vu avec l'affaire des chars Léopard l'année dernière, les Allemands refusaient de livrer des Léopards tant que les Américains, eux, n'avaient pas livré des chars de combat américains à l'Ukraine. Et là, c'est la même chose, tant que les Américains ne livrent pas de missiles de croisière à l'Ukraine, en grande quantité, les Allemands ne le feront pas non plus. Alors pourquoi est-ce grave, docteur? Ben, tout simplement parce que les scalps, on n'en a pas des stocks illimités, et on ne peut pas faire cracher à la chaîne de production un nombre illimité rapidement. Pareil pour les Britanniques. Et donc, on va arriver au fond du tonneau dans les mois qui viennent, et il faut absolument que le Taurus prenne le relais. Donc, Isabelle, est-ce que, et sans être désobligeant pour qui que ce soit, il y a une forme de frilosité, il y a une forme de couardise, il y a une forme de peur du côté de Berlin? Évidemment, évidemment. Les Allemands ont peur de plusieurs choses. D'abord, ils ont peur, comme d'autres régimes européens, et aussi les Américains, d'un effondrement du régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, et c'est toujours toute l'ambiguïté des propos des uns et des autres, il faut que l'Ukraine gagne, il ne faut pas que la Russie gagne cette guerre,
Encore aujourd'hui, beaucoup de dirigeants européens ont du mal à dire il faut que la Russie perde cette guerre. Pourquoi? Parce qu'un effondrement du régime de Vladimir Poutine dans la psyché européenne, et notamment chez les Allemands, créerait un chaos qu'ils n'ont pas envie de voir. Mais pardon, est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire, est-ce que la livraison de missiles comme ces Taurus allemands pourrait provoquer l'effondrement du régime russe? La deuxième chose, c'est que les Allemands, comme avant eux, les Français, mais ils ont changé d'avis, etc., ont extrêmement peur des lignes rouges qui sont menacées plus ou moins réellement par Vladimir Poutine régulièrement. Donc, et on s'aperçoit pourtant que toutes ces lignes rouges ont glissé de manière absolument incroyable, parce qu'en fait il n'y en a pas. C'est-à-dire que les chars étaient censés, la livraison des chars était censée être une ligne rouge, et bien c'en était pas une. La livraison des F-16 c'est pareil, et c'est comme ça pour toutes les armes. Mais là où je veux quand même dire quelque chose, c'est que on arrive aussi, et ça c'est la troisième raison pour laquelle il y a ce blocage allemand, plus la raison évoquée par François d'un besoin de feu vert américain, c'est que là, on touche à la Crimée. Volodymyr Zelensky, au tout début de l'année, a dit la phrase suivante: la Crimée et la mer Noire seront le centre de gravité de la guerre en 2024. Les troupes ukrainiennes sont bloquées sur le front terrestre, au Donbass, et la projection guerrière en fait des Ukrainiens, aujourd'hui, c'est la Crimée. Ce Taurus peut couper le pont de Kerch. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a des espèces de caveats américains. Il pourrait y avoir, il faut être prudent, des espèces de caveats américains, c'est-à-dire des limites instaurées par les Américains à l'utilisation de certaines armes qui concerneraient précisément le pont de Kerch. Pourquoi? Parce que depuis le début de cette guerre, la Crimée est considérée comme un cas à part par les Occidentaux. Au début de la guerre, avant l'invasion de février 2022, la Crimée n'était pas inclue dans les accords de Minsk. On ne touchait pas à la Crimée. Les Occidentaux le considéraient comme quelque chose de particulier, qui était quand même pas tout à fait ukrainien, un petit peu russe. Vous comprenez, la flotte de la mer Russe y a établi ses bases, d'ailleurs avec l'accord de l'Ukraine, après l'indépendance de l'Ukraine, depuis 240 ans. Cette ambiguïté a progressivement disparu. La Crimée a été réintégrée par les Européens dans l'Ukraine, et maintenant les frontières, quand on parle de la... Mais il en reste quelque chose. De récupérer ces frontières, ce sont les frontières internationales d'avant. Mais il reste une espèce de... les Allemands sont mal à l'aise avec la Crimée. Même Joe Biden est mal à l'aise avec la Crimée. Ils ont peur que ce soit... Parce que vous comprenez... Que ça énerve trop, Vladimir. Mais c'est pas qu'une question d'énervement, parce que c'est l'énervement, mais c'est aussi possiblement la première étape d'un effondrement de la Russie. Si vous coupez le pont, il n'y a plus de ravitaillement, mais il y a en plus une rupture psychologique, symbolique, absolument énorme. Bon, mais Dominique, ce qui paraît incompréhensible, c'est que depuis quelques semaines, il y a une question existentielle qui semble poser à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on voit que la contre-offensive n'a pas marché, que le front est bloqué, avantage Russie, la Russie bombarde massivement depuis quelques semaines toutes les infrastructures ukrainiennes, et là, il y a l'occasion de frapper un coup qui pourrait déstabiliser l'armée russe, et on dit « Ah non, mais non, parce que c'est trop sensible ». Donc ça paraît incompréhensible. Est-ce qu'on est là dans un cas d'école de la procrastination, d'une forme de procrastination occidentale quant à ces livraisons d'armes pour tenter de faire la différence? Oui, je dirais qu'il y a une double spécificité allemande. Un chancelier particulièrement pusillanime, mais qui représente ce qu'on appelait hier la République de Bonn. Et il y a toujours en Allemagne aujourd'hui cette nostalgie d'un temps où l'Allemagne n'avait pas à se mettre en avant, où son seul souci était d'être prospère et de protéger ses citoyens économiquement. Stratégiquement, c'était fait par les États-Unis. Et l'Allemagne n'a pas réussi à dépasser ce moment où elle est passée d'un pays adolescent à un pays adulte. Et l'idée majeure, me semble-t-il, c'est que livrer ces Taurus, c'est mettre l'Allemagne au premier plan.
c'est lui donner une responsabilité particulière. Et dans ce contexte, alors on peut chercher d'autres raisons. On peut dire les relations économiques hier entre l'Allemagne et la Russie étaient particulières. On peut prendre... Elles ont disparu quasiment. Voilà, donc ça c'est plus ça. Alors on a utilisé le remords. On ne peut pas, nous, jouer un rôle majeur contre les Russes après ce qu'on leur a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez eu ce débat qui me paraissait un peu surréaliste. On ne va pas livrer des Léopard 2 alors que les Panzers ont fait tant de mal aux civils russes. Et ce que la réplique qui me paraissait juste consistait à dire, au contraire, c'est une arme de rédemption. Aujourd'hui, les Léopards sont une arme de liberté. Hier, ils étaient une arme d'oppression. Mais le point central, me semble-t-il, c'est l'idée que l'Allemagne n'est pas encore, sur un plan géopolitique, stratégique, devenue un acteur adulte. Elle a peur d'elle-même. Ce passé l'obsède, ou s'il ne l'obsède plus, ce qui l'obsède, c'est la nostalgie du confort de la République de Bonn. Michel, et d'un point de vue militaire, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette forme d'impasse où est la guerre pour l'Ukraine, est-ce que les Taurus, ça peut être considéré comme le sujet numéro 1 qui leur permettrait de marquer des points, je ne dis pas d'inverser le cours des choses, mais de marquer des points en frappant des objectifs stratégiques comme le pont de Kerch? Oui, des objectifs en Russie aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est en situation de blocage, on est en situation où de part et d'autre on essaie de remonter en puissance pour pouvoir justement surmonter ce blocage à un moment donné. Et dans ce cadre-là, c'est une guerre d'usure en fait qui se met en place. Donc l'enjeu est majeur. Mais bien sûr, c'est-à-dire que là aussi, il y a cette idée quand même de la part des États-Unis d'abord. Et donc ensuite, certains suivent quand même assez largement cette ligne de ne pas faire trop mal à la Russie. Voilà, il ne faut pas aller trop loin. Il faut lui faire juste ce qu'il faut, mais pas trop loin. Et d'où cette interdiction de frapper le sol russe avec des armements occidentaux. Et dans le sol russe, il y avait quand même inclus un petit peu la Crimée au départ. Même très largement inclus la Crimée. Or, les Ukrainiens ont forcé quand même les choses en disant la Crimée c'est ukrainien, donc on ne trahit pas cette injonction, mais voilà. Et il en reste quelque chose. Michel, question, mais ça semble aller de soi, mais je préfère que vous nous le disiez. Quand on est un pays envahi, attaqué, le bombardement de ce pont de Kerch qui isolerait la Crimée, c'est un objectif légitime. Mais tout à fait, mais bien sûr. Mais du point de vue ukrainien, les Ukrainiens sont extrêmement frustrés aussi de voir tout autour, on va prendre le cas du missile Taurus, 500 km de portée, regardez tout le long de la frontière, à 500 km de la portée, le nombre de cibles, de bases russes qui sont là, de bases aériennes, de sites qui seraient justifiables de tirs, qui ça ferait des dégâts considérables, que les Russes maintiennent parce qu'ils savent que de toute façon on ne pourra pas les tirer. Et si les Ukrainiens recevaient simplement la possibilité de frapper les moyens 1 et la possibilité 2 de frapper ces objectifs, oui, ça entraverait énormément l'effort de guerre russe. Et donc ces Ukrainiens qui, eux, voient les missiles russes tomber régulièrement sur leur sol, sont extrêmement frustrés quand on dise mais attendez, vous n'avez pas le droit d'utiliser des équipements similaires pour frapper sur le sol russe, les objectifs militaires sur le sol russe. Alors c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de cette pusillanimité parfois occidentale, mais ce sont des considérations générales. Et là on a l'exemple, l'incarnation de ces doutes, de ces hésitations. Oui, un mot encore, François, là-dessus. Par ailleurs, on a la contre-épreuve de la justesse de ce que dit Michel. L'an dernier, les Scalp et les Storm Shadow ont joué un rôle majeur dans ce qui a été le seul grand gain stratégique de l'Ukraine, parce que la contre-offensive terrestre, chacun sait qu'elle n'a pas marché, mais la marine de guerre russe a été chassée en termes opérationnels de Sébastopol. L'Ukraine a pu renouer le contact maritime pour l'exportation de ses céréales, très importante bien sûr pour elle-même en termes de recettes, mais aussi très importante pour le tiers-monde, qui en consomme énormément. L'Ukraine a pu recouvrer la liberté d'accès au monde extérieur par ce biais.
Autrement dit, ces choses-là font une vraie différence, il y a un vrai enjeu stratégique, et le Taurus est ce qui permettrait de prendre le relais, parce qu'encore une fois, au-delà des caractéristiques spécifiques de chaque engin et ainsi de suite, il reste que les ressources britanniques et françaises sont limitées. Oui. Et si on n'a pas le Taurus dans l'année qui vient, ben, les Ukrainiens se retrouveront comme en 2022, ce qui n'est pas une très bonne situation dans laquelle être. C'est ça l'enjeu, hein, au plan stratégique, auquel s'ajoute évidemment l'enjeu qu'a évoqué Isabelle tout à l'heure. Voilà, et dans ce cas, que feront-ils? Nous nous battrons avec ce qui nous reste, avec quoi? Écoutez, Dmitry Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Well, time is running out, and I have but not our commitment and our eagerness to defend our countries. And I'm damn serious to say that even if we run out of weapons, we will fight with shovels. Because what is at stake here for Ukraine is the existence of this nation, existence of this country. Montage Victor Gabet, c'est Dmitro Kuleba. Hein. Nous nous battrons avec des pelles. Nous nous battrons avec des pelles. On imagine comment ils peuvent bouillir d'impatience devant ce Nine allemand pour ces missiles Taurus. C'était intéressant en tout cas de mettre le doigt sur ce qu'on évoque régulièrement, mais sans en prendre exactement la mesure.